Quand un médecin s'appuie sur une analyse de sang pour poser un diagnostic, c'est une confiance immense qui est en jeu. Au Maroc, cette confiance, elle est très solidement encadrée par une loi fondamentale, la loi numéro 1201. On va voir ensemble comment ce texte garantit la fiabilité des laboratoires privés. C'est une question qu'on ne se pose pas tous les jours et pourtant la réponse est absolument essentielle. Derrière chaque diagnostic, il y a tout un cadre réglementaire, un vrai gardien invisible. Et c'est ce gardien qu'on va explorer, celui qui s'assure que chaque résultat est vraiment digne de confiance. Allez, première étape, posons les bases. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un texte administratif parmi d'autres. Non, cette loi, elle fixe les règles du jeu pour des acteurs qui sont au cœur de notre système de santé. Elle définit qui ils sont et surtout quelle est leur mission. Dès le tout premier article, la loi est très claire. Un laboratoire, c'est un établissement privé dont le but est d'aider à diagnostiquer, traiter ou prévenir les maladies. Ce qui est intéressant, c'est que le texte trace une ligne nette en excluant certains actes très pointus, comme l'anatomopathologie, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est qui a le droit d'ouvrir un tel établissement? Et là, on touche au premier grand obstacle. La loi est très stricte là-dessus, elle ne laisse aucune place au hasard. En fait, elle met en place des barrières à l'entrée très très hautes, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Le niveau d'expertise, c'est vraiment la toute première garantie. L'article 4 est formel. Ça ne suffit pas d'être médecin, pharmacien ou vétérinaire. Non, il faut en plus avoir une spécialisation très poussée en biologie. C'est un vrai garde-fou pour s'assurer qu'il y a une compétence scientifique de pointe à la tête de chaque laboratoire. Et pour la nationalité, la règle de base, c'est simple. Il faut être marocain. Mais la loi n'est pas complètement fermée. Elle ouvre la porte aux étrangers, mais attention, sous des conditions très strictes. Il faut une résidence légale, un accord de réciprocité entre les pays, ou alors un lien marital, et bien sûr un casier judiciaire impeccable. Une fois que les qualifications sont validées, le chemin ne fait que commencer. L'étape d'après, c'est un processus administratif particulièrement rigoureux. Ce n'est pas du tout une simple formalité, c'est un vrai parcours du combattant, qui est pensé pour que chaque détail soit vérifié avant même qu'un seul test ne soit réalisé. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a 4 grandes étapes. Tout part d'un projet très détaillé qu'on soumet à l'administration. Ensuite, l'ordre professionnel donne son avis. Mais attention, ce n'est pas gagné. Une fois le labo construit, une inspection vient vérifier sur place que tout correspond bien au plan. Et c'est seulement après cette dernière validation qu'on obtient le fameux feu vert. Il ne faut pas traîner. L'article 15 est très clair. Une fois l'autorisation obtenue, le projet doit être opérationnel en 2 ans, pas un jour de plus. Sinon, c'est retour à la case départ, tout est à refaire. C'est une façon de s'assurer que seuls les projets vraiment sérieux et bien préparés aboutissent. Avoir l'autorisation, c'est une chose. Mais après, la loi s'intéresse de très très près à la vie de tous les jours du laboratoire. Parce que c'est au quotidien que le niveau d'excellence doit être maintenu, sans jamais faire de compromis. Au cœur de tout ça, il y a un principe fondamental, la responsabilité totale. Le directeur ou la directrice, ce n'est pas un simple manager. D'après l'article 21, cette personne est personnellement et en permanence aux commandes. C'est un rôle tellement important qu'il est exclusif, impossible de faire autre chose à côté. Là, la loi touche à un point d'éthique absolument crucial, l'indépendance. L'article 30 interdit noir sur blanc tout accord qui consisterait à partager les bénéfices avec des tiers, et notamment ceux qui prescrivent les analyses. L'idée, c'est de garantir que les décisions médicales ne soient jamais influencées par des intérêts financiers. La loi est tout aussi ferme sur la communication. L'article 31 pose une règle sans la moindre ambiguïté, la publicité est interdite. Point. L'idée derrière ça, c'est qu'un laboratoire n'est pas un produit qu'on vend, c'est un service médical. La seule communication qui est autorisée, c'est celle qui est purement scientifique, entre professionnels de santé. Et pour être sûr que la fiabilité soit constante, la loi impose une vérification permanente. Comment? L'article 32 rend obligatoire la participation à des contrôles de qualité externes. Il faut voir ça comme un audit indépendant et continu qui vérifie que les méthodes et les résultats du labo restent toujours précis et au top des standards. Évidemment, un cadre aussi strict ne servirait à rien sans un système de contrôle. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les règles? C'est là qu'on arrive au dernier volet de la loi, la surveillance et les sanctions. Et on va voir que la loi, elle ne plaisante pas. L'outil numéro 1 pour la surveillance, c'est l'inspection surprise. L'article 39 est très direct. Au moins une fois par an, des inspecteurs peuvent débarquer à l'improviste pour tout vérifier de fond en comble. C'est cette menace constante d'un contrôle qui pousse au respect permanent des normes. Et si une infraction est constatée, les sanctions sont à la hauteur de l'enjeu. Comme on le voit avec les articles 42, 44 et 48, elles sont faites pour être très dissuasives. On ne parle pas de petites tapes sur les doigts, exercer illégalement peut envoyer en prison.
Et ouvrir un labo sans autorisation, ça peut coûter jusqu'à 1 million de dirhams avec fermeture immédiate. En fin de compte, la loi 1201, c'est bien plus qu'un simple règlement. C'est une véritable architecture pensée dans les moindres détails, des qualifications du fondateur jusqu'aux inspections surprises. Et tout ça pour un seul et unique but, construire et maintenir une confiance absolue dans la fiabilité de chaque analyse. Une confiance qui est partagée à la fois par les patients et les médecins. Et tout cela nous amène à une question de fond. Ce cadre hyper rigoureux est clairement essentiel pour la sécurité de tous, mais faut-il trouver un équilibre pour ne pas étouffer l'innovation ? C'est une réflexion qui mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.